C'est avec la mine qu'on vivait dans les temps. Il y avait les Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Tahitiens, il y avait des Wallisiens. Toutes sortes d'ethnies étaient là. Thio a été une belle cité industrielle, formidable, avec une composante technique formidable. La commune de Thio, la région de Thio vivait au rythme du nickel totalement. Ce qui n'était pas vert était fichu au ravin. Il fallait que ce soit vert. Quand on est à Thio, on vit au fait la progression de l'exploitation, de l'extraction du nickel, la progression de l'extraction de la richesse du pays. C'était une prospérité de vie, je pense, de vie, vous voyez, voilà. C'était couramment de voir des mariages et puis des grands repas, des grands caïcaï qu'on faisait. Bonsoir. Quand dans les années 1870, Jules Garnier met à jour du minerai de nickel dans les environs de Thio, il ne se doute pas que sa découverte va faire vivre à ce petit village de la côte est calédonienne de grands bouleversements. Ouverture de mines, création de la société Le Nickel, électrification, aménagement d'un port où des bateaux du monde entier viennent s'approvisionner en or vert. Thio devient très vite une référence mondiale du nickel et voit s'installer au fil des époques toutes les communautés venues travailler dans les mines calédoniennes. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Sur les traces du passé. Thio n'existe quasiment pas avant 1870-1880. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est isolé, c'est une magnifique vallée, mais je dirais enfermée entre des montagnes. Et puis, le front pionnier en Calédonie est peu important et les colons s'installent d'abord sur la côte ouest. Et Thio étant évidemment sur la côte est, très peu de personnes viennent voir ce qui se passe à Thio. Et à partir des années 1870, on voit des gens qui marchent, qui traversent la chaîne, qui se promènent, si on peut dire, et qui regardent des cailloux. Ce sont des prospecteurs qui cherchent les ressources minérales de la Calédonie. 1874, on prospecte le plateau de Thio, cette masse géante de ce géant plateau. Et 75 déjà, vu la prospection remarquable qu'on fait sur le plateau, on s'aperçoit que cette montagne, c'est une masse de nickel. On va trouver effectivement du minerai de nickel sur Thio, ainsi que dans toute la région, mais il faudra attendre la découverte de la première mine de nickel en 1875 pour que d'un seul coup, de façon assez brutale, effectivement, on ait d'autres arrivants, que ce soit les, je dirais, contremaîtres et les gérants de mine et leurs employés. C'est la mine qui va faire venir beaucoup de monde, quoi. À l'époque, c'est Higginson, c'est le Hollandais Ankar, ce sont donc des petits mineurs, comme on dirait aujourd'hui, qui font ces trouvailles. C'est lui qui va démarrer le plateau de Thio. M. Ankar, il va racheter des concessions qu'il avait achetées, parce que ce n'est pas tout le monde qui va exploiter une mine. Ce n'est pas le tout de la découvrir, il faut l'exploiter, il faut de l'argent, il faut ci, il faut là, il faut des ouvriers. L'ASLN, qui est créée en 1880, a dans son berceau les mines de Thio, d'Ankar et de John Higginson. Et là, on passe à une autre étape, c'est-à-dire que vraiment, l'exploitation de Thio va commencer et Thio devient le deuxième lieu de production de nickel dès 1875. Chacun sait que Thio, ça a été au fait le centre de la SLN. Hein. Ça a été le point névralgique de la SLN. Hein. C'est là que la SLN avait son siège. On a encore les vestiges. Le musée de la mine, c'est la maison de la direction, par exemple, quoi. Hein. Et là, SLN était fortement impliquée. Toutes les massifs de Thio, la plupart, c'est des mines qui appartenaient à la société Le Nickel, ça, à l'époque.
La société Le Nickel, que John Higginson crée en 1880 en association avec Jules Garnier, a un besoin important en main-d'œuvre pour extraire le précieux minerai. Son regard se tourne immédiatement vers les Nouvelles Hébrides, où l'exploitation de la main-d'œuvre a commencé dès 1860. Les néo-hébridés seront donc les premiers de la longue liste de travailleurs venus à Thio. Les contrats et les avantages sont parfois différents suivant les communautés, mais pour tous, la mine reste la mine. Les conditions demeurent difficiles. Il y a encore un centre minier qu'on appelle la mine des sans-culottes. Ça reste encore. Le nom a été donné à ce lieu parce qu'il y a eu les néo-hébridés qui travaillaient là, qui étaient tout simplement toujours habillés avec leur mal-mal, leur tenue traditionnelle. Le développement de la mine, ça a été très difficile. Quand on parle par exemple de la mine sans culotte, de la concession sans culotte sur le massif, sur le plateau de Thio, c'est des gens qui travaillaient presque nus. Pas de pantalon, pas de chemise, ni chandail quand il fait froid, etc. Ils étaient condamnés à travailler comme ça. Donc c'est pour dire qu'ils avaient des conditions de travail très dures. Ici, effectivement, il y a eu une mortalité assez importante, à la fois par le travail qui était difficile, mais surtout le climat qui était complètement différent de celui qu'ils avaient aux Nouvelles Hébrides. Lorsqu'on évoque les différentes périodes et les différents employés qui ont travaillé sur mine, on parle toujours que dans les années 1880, quand la SLN travaille sur Thio, ce sont d'abord des néo-hébridés. Puis ensuite, comme il faut augmenter le nombre de travailleurs, elle prend des libérés. J'allais dire qu'elle prend un peu tous les libérés qui traînent plus ou moins sur les routes calédoniennes, avec des aléas. Hein. Les libérés partent souvent en cours de contrat, je dirais, sont assez violents, n'ont pas spécialement d'appétence au travail. Donc ici, la SLN a besoin de plus de main-d'œuvre. Donc là, elle passe au contrat donc avec l'administration pénitentiaire, qu'on a souvent appelé les contrats de chair humaine. Là, c'est entre 1887 et 1894 qu'elle va pouvoir employer des contingents de 50 ou de 100 transportés. Monsieur Higginson, c'est lui qui va lancer l'affaire. Il va commencer à demander quelques forçats. On a la région de Balança là-bas où il y a la mine Pauline. La mine Pauline, c'est 1885. On a déjà ces forçats là. Voilà. Et c'est vraiment le début avec 93 forçats qui vont exploiter la mine Pauline à Dotio. Et là aussi, c'est très dur. Mais vraiment, on peut dire qu'il y a pas mal d'évasions aussi. Il ne faut pas oublier les évasions qui vont se faire sur Thio. Ces gens ont été accueillis dans certaines tribus. Il y en a qui vont mourir. On va pas les retrouver, etc., etc. Mais on parle de beaucoup d'évasions. Il y en a plus de 600 qui vont s'évader de la région de Thio. Il y en a, et puis dans toutes les autres mines où ils étaient. À Canala, Nakiti, on avait 400 et quelques forçats là-bas, etc., etc. Et toujours dans des emplois assez durs. L'administration pénitentiaire voit d'un mauvais œil l'utilisation des condamnés aux travaux forcés, donc pour des entreprises privées. Donc cela fonctionne jusqu'en 1894. Et en 1894, l'administration pénitentiaire dit « Nous réservons la force de travail des transportés uniquement pour des travaux d'intérêt public ». C'est l'arrivée du gouverneur Feuillet qui va tout chambouler. Le gouverneur Feuillet ne veut plus voir de main-d'œuvre pénale sur les mines parce que ça freine la venue de travailleurs honnêtes, c'est-à-dire sans être des gens qui ont fait des bêtises là-bas en France. Hein. Donc la SLN, évidemment, va perdre ici les transportés. Il ne lui restera plus que les libérés. C'est un moment où petit à petit leur nombre décroît. Et la SLN fait un choix de chercher à l'extérieur de la Calédonie la main-d'œuvre qui lui manque. C'est à partir de là qu'on va se lancer dans la main-d'œuvre asiatique. Voilà, on n'a pas d'autre chose à faire. Bien sûr, il ne faut pas oublier ceux des îles Loyauté, ceux de la Nouvelle-Calédonie, tout ça. On a déjà un apport de main-d'œuvre faible peut-être, mais on va commencer à travailler avec la main-d'œuvre locale, puis on va faire venir la main-d'œuvre asiatique. La SLN fait venir en 1892 un premier convoi de Japonais et effectivement, elle emploiera des Japonais de 1892 jusqu'en 1928. Ça sera la principale main-d'œuvre de Thio. Et très rapidement, donc, des convois vont se succéder et on va avoir le remplacement des 1500 néo-hébridés libérés transportés pour à peu près 1500 Japonais sur mine. Donc c'était une population qui arrive en masse et avec des contrats, il faut le dire, assez intéressants parce qu'ils ont des conditions exorbitantes du droit commun.
Ils ont des jours de congé, ils ont le droit à des bains vapeur, ils ont droit à de la nourriture qui vient du Japon. Et effectivement, ça a un coût pour les entreprises, mais celles-ci sont tellement prises à la gorge qu'il faut produire du nickel pour que leur société puisse être viable. Il fallait absolument qu'il y ait des travailleurs qui viennent continuellement. Et effectivement, la qualité du recrutement va s'en ressentir. On va avoir des travailleurs japonais qui viennent contraints et forcés, avec en particulier une méconnaissance totale de l'environnement minier. Ce ne sont des agriculteurs en général, mais ne sont pas des mineurs. Et c'est là qu'ils vont découvrir la charge de travail et les conditions très, très dures de la mine. À la fois, la vie sur mine étant difficile et les rations alimentaires étant faibles, il y a eu des moments où il y a eu des maladies. Donc il y avait un hôpital à Thio de la SLN qui tenait effectivement à conserver ses employés dans la meilleure santé possible. Mais il y a eu aussi des épidémies. La population engagée japonaise a été touchée par le beriberi dans les années 1900-1910. Et le médecin donc, de Thio, payé par la SLN, a vu qu'effectivement ce beriberi était lié à la faiblesse de la portion alimentaire par rapport au travail que menaient les Japonais sur mine. Et la solution a été de diminuer la part de riz pour le remplacer par du pain, parce que ça permettait par rapport au même prix d'augmenter la part de viande de 50 grammes par jour et de 20 grammes de graisse par jour. Et cet apport alimentaire différent a fait se résorber cette épidémie de beriberi qui a quand même amené à une 50aine de morts à l'époque. On a tous les noms de ces Japonais dans le mémorial qu'on a fait là-bas par la suite. Hein. Ouais. Là, on va aller là-bas. On va aller voir. Il y a un monsieur dernièrement qui est venu du Japon. Il a reconnu la tombe de son père. Directement, il a été sur la tombe. Hein. On était étonnés de voir ça. Puis là, c'est magnifique. C'est de l'art. Quand on regarde les inscriptions japonaises, regardez, c'est de l'art. Toutes les ethnies qui ont travaillé, qui sont en Thio, on les retrouve là, quoi. On a une bonne dizaine de Vietnamiens ici. On a énormément de Japonais, c'est-à-dire 229 Japonais. On a des Dalmates, on a des Chinois de Macao, on a des Javadais. Il y a des Mélanésiens aussi, il ne faut pas les oublier, les Mélanésiens. Il y a toutes les ethnies. Hein. Il y a une bonne dizaine d'ethnies qui sont là encore une dernière fois ensemble. Ils dorment là, quoi. Voilà, hein. Le dernier repos, comme on dit, quoi. Hein. Oui. Mon père, le samedi dimanche, il est obligé de travailler jusqu'à midi. Alors ils n'ont que 4 heures l'après-midi, il ne travaille pas, et le dimanche, c'est tout. Mais à l'époque, c'est 9 heures par jour, hein. Attention. Hein. Il n'y a pas de bulle, ni de pelle, il n'y a rien, c'est tout à la main. Pelle, pioche, c'est tout. C'est tout. C'était très dur, tout était manuel. Voilà, on avait beaucoup de blessés, il ne faut pas oublier qu'on avait beaucoup de blessés. Les chaussures n'étaient pas adaptées, il y avait beaucoup de choses comme ça, les lunettes, etc., etc. Eh bien, vous savez, on a vécu une époque, mais j'ai réfléchi maintenant, je me suis dit, mais c'est pas possible ça, qu'on est encore là. Vous voyez un peu? Alors, à l'époque, mon père, il gagnait quoi? Il gagnait peut-être même pas 120 francs par mois. Soi-disant qu'en Calédonie, c'est le paradis, etc. Et puis, comment ils arrivent avec les bateaux, mais il va être nourri, logé, puis je ne sais pas quoi, bonne paye et tout ça. Puis tout le monde rêve de la Calédonie. Oui, mon père m'a raconté ça. Et puis lui, il vient. Et puis ma mère, elle est venue aussi. Ma mère, elle est venue en célibataire. Puis mon père aussi, il est célibataire. Et puis voilà, ils sont connus sur mine. Moi, j'ai vu ces gens arriver. Je peux vous dire que ces 5 ans comme ça, c'est 10 ans au moins sur la vie de ces hommes. Parce que quand je les voyais revenir après 5 ans, j'ai l'impression qu'ils avaient vieilli. Hein. C'était très dur. Hein. La mine, c'était très dur. C'est pas tout le monde qui pouvait supporter. Il y en a qui calent. Hein. Ils vont caler, ils sont malades, on arrête, quoi. Hein. Le travail de tous ces mineurs consiste évidemment à extraire le plus de nickel possible des montagnes entourant Thio, ce que leur permet ce site exceptionnel.
Dès 1875, le village de Thio devient donc le premier site d'extraction de nickel au monde et on le surnomme très vite Nickel Town ou encore Thio les Rothschild, du nom du principal actionnaire de la SLN à l'époque, la famille Rothschild. Alors Thio était vraiment un village ouvert sur le monde à cette époque-là. Il y avait toujours dans la baie de Thio 3 à 4 voiliers qui étaient en cours de chargement. Tout au début, les voiliers ils viennent chercher du nickel et puis ils partent pour l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'à Glasgow, on a une usine là-bas, la Glasgow française. Il y en a une en Allemagne aussi à l'époque, bien avant-guerre. On a aussi appelé la Calédonie et Thio le grand tombeau des voiliers, puisqu'en raison des récifs calédoniens, il y a eu beaucoup de naufrages à cette époque-là. Mais toujours est-il que Thio avait une vie qui était l'équivalent quelque part de la vie de Nouméa, par exemple au niveau des nouvelles. Les nouvelles d'Europe arrivaient à Thio à peu près en même temps qu'à Nouméa, puisque les voiliers pouvaient s'y rendre directement. À l'arrivée de ces bateaux et tout ça, Thio va se développer, par la suite aussi les voiliers, tout ça, mais on aura peut-être un changement à partir des locomotives. Le petit train à Thio, c'est ce qui va développer. On va faire un pont sur la Thio pour ces petits trains, on aura jusqu'à une douzaine de petits trains à Thio. C'était, je dirais, la ville du rail en Nouvelle-Calédonie. L'exploitation de la concession la plus ancienne, c'est le Belvédère, qui date des années 1870. Et je crois savoir que la première utilisation systématique du train à Thio, ça a été de récupérer du matériel à Kawawa, et ça a démarré en 1911 à peu près. Sur Thio, la longueur estimée des rails qui ont été posés, c'est 25 km. Il y avait effectivement énormément donc, de voies ferrées pour le transport en vrac du minerai de nickel. C'est pour ça, du reste, que certains moments on utilise le terme tramway, mais le terme le plus juste est le terme de funiculaire, c'est-à-dire des petites voies de Decauville étroites sur lesquelles on a des toutes petites locomotives et derrière tout un ensemble de wagonnets qui permettaient de transporter d'abord des sacs de minerai, puis ensuite la SLN considère que l'ensachage revient trop cher et préfère le vrac complet, donc dans ces petits wagonnets de ce minerai de nickel. Et ça n'empêchait pas, sur certains frontails, d'utiliser encore les chevaux ou bien la force humaine pour pouvoir déplacer les petits wagonnets. Quand on parle de ces voies ferrées, donc de Thio, bien entendu elles étaient là pour le transport du minerai de nickel, mais elles ont été utilisées aussi à certains moments pour le transport de passagers. Le petit train venait nous chercher pour la messe, il venait nous chercher pour aller à l'école, il venait nous chercher pour aller en pique-nique. La SLN nous payait le voyage, c'était cadeau. Et Thio va se développer de l'autre côté, c'est-à-dire sur la rive droite, à ce moment-là, va se développer plutôt que sur la rive gauche par rapport au cheminement de ces petits trains qui amenaient énormément de nickel, quoi. Thio se développe donc de plus en plus et le besoin en main-d'œuvre reste toujours d'actualité. Sur le site, on compte ainsi près de 2000 travailleurs. La SLN continue à faire appel à de la main-d'œuvre extérieure, qu'elle soit vietnamienne ou indonésienne, ainsi qu'à du personnel du territoire. Mais bientôt va sonner l'heure de la mécanisation. Je suis né à Vaud et j'ai dû suivre mes parents qui sont partis à Thio travailler lorsque le Cognombo a fermé. C'était dans les années 1945, fermeture du Cognombo. Beaucoup de familles de Vaud vont partir à Thio parce que plus de travail ici. L'entreprise, la SLN, va les inciter en fait, à venir travailler à Thio parce qu'il faut de la main-d'œuvre, il faut de la main-d'œuvre spécialisée parce que c'est le nouveau centre avec des objectifs importants de production. Je suis arrivé à Thio gamin, petit gamin, 5-6 ans, voilà. Vaud avait fermé et moi et mon frère Georges, on est venus avec papa. À cette époque-là, j'ai 8 ans et c'était un bouleversement parce qu'à Vaud, on vivait encore l'ancienne époque, c'est-à-dire
On ne connaissait pas l'électricité, on vivait dans des conditions très modestes. Et lorsqu'on arrive à Thio, en fait, c'est la modernité, c'est la stupéfaction. Quand on arrive dans Thio, il fait nuit, et puis mon père me dit, écoute, écoute, écoute. On entend du bruit, en fait, c'est le téléphérique qui tourne, les beignes qui passent et qui évacuent le minerai. Et à chaque passage de pylône, ça fait un bruit. On regarde, il fait noir, on regarde, on essaye de découvrir. Et on se lève le matin, pour nous c'est un nouveau monde. On ouvre la porte, on regarde la mer devant nous, le téléphérique qui fonctionne, le bateau qui est accosté à 2 doigts de la côte et qui charge. C'est en fait une transformation totale, c'est la modernité, c'est l'industrie qui s'ouvre devant nous. Nous sommes en fin de phase de cette époque de la main-d'œuvre. On passe du stade de l'exploitation manuelle à l'exploitation mécanique industrielle. La mécanisation commence vraiment après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu le choc avec les Américains qui ont amené en Calédonie les Caterpillar, qui ont amené les camions, qui ont amené effectivement tout ce matériel lourd qui va être en partie laissé en Nouvelle-Calédonie après la guerre, mais qui va permettre aussi d'acheter d'autres matériels identiques. Et là, le Vietnamien, le Javanais à côté, il regarde ça d'un mauvais œil, quoi. Il sait très bien que c'est fini pour lui, voilà. Mais on va tâtonner, attention, on a besoin encore des manuels. On va tâtonner. C'est pas du premier coup qu'on va réussir à exploiter avec un engin pareil. On prend autant de terre que de cailloux, etc. Vous voyez? Alors que le manuel, lui, il savait trier son minerai, il savait ce qui était vert, ce qui était chocolat par la suite, quoi. Pendant longtemps, en Calédonie, les entreprises minières n'étaient pas pressées de faire la mécanisation parce qu'elles avaient une main-d'œuvre d'engagés asiatiques qui avait un prix très modéré. Il est dit qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'engagement va petit à petit se tarir, va petit à petit être interdit par les pays de départ, que ce soit en particulier le Vietnam ou l'Indonésie. Et les sociétés minières se rendent compte que le temps des employés à un prix modéré étant fini, il faut mécaniser. Et donc on a une grande campagne de mécanisation donc sur l'ensemble des exploitations minières et en particulier à Thio à partir des années 1946-1948. On va faire venir un chauffeur qui a été formé par les Américains, M. Donati. Alors M. Donati, il va se mettre devant avec son petit bulle D4, à câble, il n'y a pas les pistons encore, c'est un bulle américain. Et il va défoncer un petit peu, il va faire le premier chemin pour l'appel. L'appel va l'aider, avec son énorme godet, elle va l'aider, pousser les grosses pierres et tout ça. Et ils vont mettre 6 mois pour arriver sur le plateau de Thio, à la région dite les sans-culottes. Ça change énormément, c'est une reconversion totale du stade d'exploitation manuelle qu'on connaît à Vaud. On passe au stade de la mécanique, c'est les grosses pelles, les pelles Lima. Après, ce sont les pelles Bucyrus. On va recevoir les premiers camions qu'on appelle Euclide, les camions de 15 tonnes, et puis on passe après à 35 tonnes, à 50 tonnes. Les gens vont se former sur ces engins, c'est ça qui est extraordinaire. Chauffeur de pelle, chauffeur de camion, chauffeur de ci, chauffeur de là, chauffeur de convoyeur, etc. C'est formidable, les gens vont se former. Et là, progressivement, on s'aperçoit que les installations après vont devenir vétustes. On va fermer le téléphérique du plateau. On va remplacer le téléphérique par le roulage de camions, les gens qui roulaient jour et nuit. C'est là que j'ai acheté un camion international. Mais je roulais pendant, je ne sais pas, 6 ans. Jour et nuit, oh mon Dieu, j'ai obligé de droguer, café noir, codoliprane, vous voyez, le soir. Mais alors, quand vous buvez ça avec un café, c'est comme si vous levez le matin de bonne heure. Vous voyez, vous soulevez la forêt avec ça, là. Vous voyez, c'est tellement fort. Et puis c'est pour ça que maintenant j'ai un problème de cœur, voyez-vous. Jour et nuit, jour et nuit. Et puis je dormais dans mon camion. Lorsque les bulldozers, les caterpillars arrivent et font le travail que faisaient auparavant les mineurs de leurs mains, le nombre d'ouvriers nécessaires se réduit. Donc il y a de moins en moins de population sur la région de Thio, donc ça implique moins d'activité économique, moins d'activité commerciale, le nombre de commerces ou de bars de Thio se réduit, la ville, je dirais, n'est plus la deuxième ville de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'avant on avait Nouméa et Thio, maintenant on a Nouméa et Bourail et Thio arrive
en 3e position. Alors quand on discute avec les anciens de Thio, ils nous parlent de l'âge d'or de Thio avant la guerre, au début des années 60, et ils regrettent l'exode de population. Avec le départ d'une grande partie de la main-d'œuvre et la concurrence de nouveaux centres miniers, le village de Thio finit par retrouver un peu du calme qui régnait avant son âge d'or. Pour conclure, je vous propose de laisser la parole à une habitante du village qui a vécu une partie des grands bouleversements qui ont jalonné la vie de Thio. La commune de Thio, même qu'aujourd'hui, elle n'est pas tellement bruyante comme dans les temps, mais elle a son histoire. Elle a sa fierté, elle a ses richesses. Même que la mine, elle est partie. Justement, les trésors de Thio sont là devant nous. Je sais que les gens de Thio, ceux qui ont vécu là dans les temps, ils aimaient bien revenir de temps en temps à Thio. On se sent chez soi. On se sent tranquille, calme, avec les hauts et les bas. Mais voilà, c'est ça la vie, hein. C'est pas plus que dans le monde, hein. Partout il y a ça. Hein. Je crois qu'il faut prendre la vie telle qu'elle est. Hein. Et quand il y a quelque chose à faire pour la commune de Thio, moi j'y vais. J'attends pas les autres, j'y vais. Et je suis fière de présenter ma commune à chaque fois. C'est ainsi que notre émission consacrée à l'histoire du village de Thio prend fin. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite évidemment à vous rendre sur Thio pour y visiter notamment le très beau musée consacré à la mine. Vous y rencontrerez peut-être l'infatigable Maurice Fels ou encore Georgette Nanquet qui seront ravis de vous faire partager l'histoire de leur village. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Sur les traces du passé.